Ma demi-sœur, portée disparue, m'écrit donc de nulle part, et cependant désire me voir. Je me surprends à recopier les quelques lignes aux allures ducases par lesquelles elle me fixe rendez-vous, comme s'il était devenu, comment dire, nécessaire de les transcrire de ma propre main pour accréditer l'imminence de nos retrouvailles. La lettre évoque brièvement, assez sèchement me semble-t-il, ma carrière de médecin, ainsi que ma probable nomination au poste de ministre de la Santé du prochain gouvernement. Visiblement, ma demi-sœur, sachant ce que je suis censé être, ne connaît rien de moi. Et je ne sais moi-même d'elle, cette femme de 32 ans, que l'enfant qu'elle était, qu'il m'advint de connaître, et dont la guerre fit une étrangère. Ma demi-sœur, portée disparue au lendemain de cette guerre, conclut sa lettre en m'indiquant qu'elle me téléphonera pour que nous convenions d'un rendez-vous. Le lendemain, elle me téléphone, en effet, élue de toute discussion, et dit qu'elle m'attendra dans le chantier désormais abandonné de ce qui aurait dû être le musée historique de la ville, érigé sur d'anciens marécages bordant l'agglomération, s'il ne s'était pour une part enfoncé dans le sol dès le gros œuvre achevé. Sans doute ma demi-sœur a-t-elle estimé qu'il s'agissait là d'un terrain neutre, une manière de non-lieu propice à notre rencontre. Je ne me souviens pas d'avoir pris la décision de me rendre à cet étrange rendez-vous. Je ne me souviens pas d'avoir pensé que je commettais là une imprudence, ni même d'avoir pensé à ce qu'il adviendrait alors, et surtout si j'avais envie que cela advienne ou non. Je suis chez moi, une demi-heure avant l'heure dite. Je relis une dernière fois la lettre de ma demi-sœur, puis je l'embauche. Je me regarde dans la glace de l'ascenseur et je demande: qu'est-ce qui se passe? Val! Sors la main de ta poche! Ne tirez pas! Sors là! C'est toi, Val! Fais ce que je te dis! Est-ce que c'est toi, Val? Sors là! Je ne suis pas armé! Ferme ta gueule! Fais ce que je te dis! Tu n'as aucune raison de Main sur la t'inquiéter! tête! Demi-tour! Écoute-moi, Val! Ta gueule! Demi-tour! Recule! Stop! Assieds-toi. Tu n'as pas tellement changé. Rodrigue. Dans ta lettre, tu me dis quelque chose que j'ai trouvé... Enfin, qui m'a ému. Tu veux revenir au pays, c'est ça? C'est maman qui t'envoie? Qu'est-ce qui se passe, mon Dieu? Quelqu'un braque sur vous un revolver. Tout ce qu'il y a de chargé. Premier conseil, docteur. Gardez son calme. Ah, calme affecté, professionnel. Observez le sujet. Le sujet tremble. Le sujet est fébrile. Diagnostic. Le sujet est dangereux. On dit que tu es le meilleur dans ta partie, Piet. Je te pose la question, es-tu vraiment le meilleur dans ta partie? Ce n'est pas à moi de le dire. Le meilleur psychiatre, disent les journaux. Alors moi, ta demi-sœur, je leur demande, arme à la main, à quoi tient la cervelle des meilleurs? Écoute-moi, Val, j'avais 8 ans quand nous nous sommes vus pour la dernière Et fois. toi, 22. Comme tu peux le constater, le sujet a le sang. Et justement, il s'en passe des choses en 25 ans. Note qu'il peut
peut s'en passer bien davantage en une demi-seconde. Le doigt se crispe sur la détente et les meilleurs sont instantanément rayés de l'histoire comme n'importe lequel des salopards de leur camp. Le sujet serait-il paranoïaque? D'après moi, les journaux parleront d'une désespérée. Et pourquoi les journaux parleraient-ils de toi? Mais parce que je vais leur demander qui le doit. Je vais leur dire, si vous n'imprimez pas mes déclarations, je fais sauter le caisson du futur ministre de la Santé. J'espère pour toi qu'ils t'ont à la bonne pièce. Tu as peur? Évidemment. Pas toi. Le sujet présente un mélange inquiétant de symptômes d'exaltation et de nervosité qui pourrait faire penser à de la peur. Seulement, détrompez-vous, docteur. Le sujet est hilar. Je ne te comprends pas. Si je suis folle, tu me comprends? Tu n'es pas folle. Ah, si je te flingue, je ne suis pas folle. Pas au sens strict. Pas strictement folle. Malheureusement, non. Malheureusement. La folie te sauverait de la prison. Mais pas de l'hôpital. Non. Mais je ne suis pas folle. Non. Donc la prison. Oui. Ou la mort. Tu as envie de mourir? Diagnostic. Tu n'es pas ma patiente. Je suis ta kidnappeuse. Tu es ma sœur. mais parle-moi comme un frère pour voir ce que ça fait. Comment va maman? Elle tousse, docteur. Comment ça, elle tousse? Le matin et le soir. Ah, et aussi la journée. Elle fume? Ah. On ne peut rien vous cacher, n'est-ce pas? N'est-ce pas, docteur? Bon, elle tousse, et puis? Attendez voir, il me semble qu'elle crache aussi. Du sang? De quelle couleur est le sang, docteur? Bordel de Dieu, est-ce qu'elle crache du sang? Est-ce que c'est grave, docteur? Est-ce qu'elle va mourir, dites? Salope. Attention à ce que vous dites, docteur, nous parlons de ma mère. Elle est malade, c'est ça? À vous de me le dire, docteur. Peau grisâtre, respiration sifflante, crachat mêlé de sang, la peau sur les os et l'œil chassieux. Mais, avec ça, vaillante comme pas deux, le sourire vicié à la bouche et toujours aussi bonne cuisinière. Qu'est-ce que vous dites de ça? Que veux-tu que j'en dise? 25 ans que je vous crois morte l'une et l'autre. J'ai effectué des recherches après la guerre. Vous figuriez sur une liste de civils évacués. Déporté. Mais aucune trace de vous à l'arrivée. Tu veux dire au camp? Sur les listes du camp de réfugiés, oui. Du camp de concentration. Ne jouons pas sur les mots. Ah, ok, docteur. Ah, pas sur les mots. Contentons-nous des morts. 2000 personnes arrivent au camp. Combien sont-elles à la fin de la guerre? Il y a eu des épidémies. Comment se transmet le typhus, docteur? Par les poux. Il y avait donc des poux? Oh, les gens sont négligents. Mais c'était la guerre. La guerre! Qui donc faisait la guerre? À qui donc ma mère faisait-elle la guerre, d'après toi? Est-ce que j'étais en guerre? Toi non, le pays. Le pays? Mais de quel pays veux-tu parler? J'ai connu un pays avant-guerre, un pays avec des rues, des lycées, des copains. Tu étais une enfant. Mais les enfants ont des parents, docteur, et les parents ont des maisons, et ils envoient leurs enfants à l'école, et tout cela fait un pays. Une population, mettons. Une population, pas une nation. Une terre. Qu'est-ce que c'est qu'une terre? Un parking? Ah, tandis que la nation, un charnier. Il arrive qu'une nation soit contrainte à la guerre. Il arrive que des peuples vivent sur une même terre. Ou qu'ils se la partagent. Se la volent. Récupère par la force ce qu'on leur avait volé. Qui t'a volé de la terre, qui est moi? Nous avons grandi dans les mêmes chambres. Nous avons joué dans les mêmes forêts. Nous avons la même mère. La même mère, oui. Allez, continue. Ça ne nous mènera nulle part. La même chambre, la même forêt, la même mère, mais pas le même peuple. C'est ça? Si tu veux. Continue. Un docteur! Le temps qu'on évacue papa, il était mort.
Tu es venu pour me tuer. Tu as une meilleure idée? Ils se purifient en vain par le sang lorsqu'ils sont souillés par le sang, comme si quelqu'un ayant marché dans la boue se lavait avec de la boue. Aristote. Aristote, hein? Aristote. Hitler se réclamait bien de Dieu. Aristote n'est qu'un moindre mal. Tu peux citer tant que tu veux. Aucun mort ne se relèvera pour te gifler. Tu me dénies le droit d'avoir changé. Sans doute as-tu changé, oui. Vienne à l'abri dans ta république inchangeante. Protégé de ton propre changement par 100 000 hommes en armes le long de la frontière. Un traité de morale d'Aristote dans une main et dans l'autre. Une grenade dégoupillée. Qui de nous deux est armé? Qui de nous deux a le choix d'être armé ou de ne pas l'être? Qui de nous deux dispose d'une police, d'un État? Qui est venu seul et sans armes, en frère? Qui met l'autre en joue? Aristote! Mais tu ne dis rien de la grenade. Aucune victime n'est à l'abri de sa propre saloperie. L'oppression n'exempte personne de morale. Les camps, l'exil, tout ça, ne font de toi qu'une exilée, une ancienne déportée, une colonisée, une apatride, ou toute autre étiquette du même acabit qu'il te plaira d'épingler à ton revers en guise de certificat de tes malheurs passés. Pour autant, ce monument érigé à la gloire de ta propre misère ne te tiendra pas lieu de vertu. Quelle femme es-tu devenue, Val? Je suis devenue ce que vous avez fait de moi. Une femme dont on a confisqué la terre et la mémoire, une exilée partout. Une enfant trop mûre pour son âge, à jamais. Tel que je te vois là, tu n'as rien d'une enfant, mais tout d'une immature, enfin à tout le moins irresponsable. 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 Dites-vous, docteur. Il me vient tout à coup un très joli cas d'irresponsabilité aggravée dont la relation vous ravira. Comme de juste la chose se passe durant la guerre. Je veux parler de notre guerre, docteur. Dans une famille mixte, mettons. Une nuit de novembre, sans en avoir avisé quiconque, le fils aîné de père Thrace, étudiant en médecine, quitte la maison et rejoint clandestinement les forces thraces. Sa mère, son beau-père et sa sœur, tribes de naissance mais de mentalité mixte, mettons, accusent sévèrement le choc et, faute de nouvelles, imaginent le pire. Mais cela n'est encore rien. Il advient qu'à quelques mois de là, le chemin du beau-père croise celui d'un éclat d'obus, dans les circonstances que j'ai déjà eu l'honneur de vous rapporter. Pour la veuve, les ennuis ne font que commencer. Ça, Aucune peine légale, aucune vengeance ne ressuscite les morts. Le meurtre, aussi légal soit-il, ne rachète pas le meurtre. Et le néant, dit le poète, ne peut engendrer que le néant. Et ils seront une nouvelle fois menés comme bétail à l'abattoir. j'ai envie de te tuer, Piette. Peut-être ai-je envie de mourir, qu'en sais-tu? Et de devenir ministre de la Santé. D'après toi, pourquoi suis-je venu à ce rendez-vous, en pleine nuit, dans ce lieu impossible, seul et sans armes, la veille de la nomination du nouveau gouvernement, pour devenir ministre? Peut-être que tu es fou. Tout du moins suicidaire. C'est une hypothèse. Je t'en propose une autre, je suis naïf. Une troisième pour finir. Je suis multiple. Début du plaidoyer. Plaidez, docteur, plaidez. Vous disiez donc être plusieurs? Non, multiple. Oh, n'oubliez pas, docteur, que vous parlez à un cancre. Explication de texte, je vous prie. Tu m'as très bien compris. Mettons que je te vois venir. Tu sais, Val, la mort de Sven, ton père, m'a affecté plus que tu ne le penses.
J'ai souffert et je souffre encore de notre séparation. J'ai vu nos troupes à l'œuvre dans le pays. J'ai traversé des villages détruits par les milices qui nous précédaient. J'ai vomi à la vue d'hommes crucifiés sur la porte de leur maison. Les Trams avaient donc une conscience. Cette conscience était mon propre frère et je ne le savais pas. Les Allemands n'étaient pas tous nazis! Je ne faisais qu'exécuter les ordres, votre honneur. L'horreur était la même dans les deux camps. À 100 000 morts près. C'est faire fi des 2 millions de traces que vous avez massacrés durant la Deuxième Guerre mondiale. 200 000, monsieur le ministre, et non pas 2 millions, comme votre propagande ne pouvait pas le dire. Et parmi ceux-ci, 50 000 juifs et tziganes, sans parler des quelques milliers de tribus qui se sont directement proposés au massacre. À partir de quel chiffre peut-on parler de génocide, selon toi? Massacre perpétré par des ultranationalistes à la solde d'Hitler. Extermination programmée d'un peuple. Par les nazis. Par les tribes. 200 000 partisans tribes sont morts en combattant. Génocide des traces d'un côté, résistance contre l'envahisseur allemand de l'autre, résultat, un demi-siècle de domination tribe au sortir de la guerre. Tu veux dire 50 ans de mise entre parenthèses de votre cher vieux rêve de grande nation trace, désormais chose faite. Vous ne nous avez pas laissé le choix. Vous, nous, mais j'avais 8 ans. En quoi serais-je responsable des forfaits d'une fraction de mes ancêtres? Mais quand j'ai mangé, assise très droite dans son lit, calme et pâle, le dos calé par des coussins, ses lèvres entr'ouvertes tétant l'air de la chambre, elle me demande de lui décrire l'état du jardin. Je dis que le forsythia est en fleurs. Déjà, dit-elle. Je regarde son visage. Ses yeux, à présent grands ouverts, semblent voir à travers le mur blanc qui leur fait face. Elle a su qu'elle mourrait. Dès qu'elle fut alitée, elle sut qu'elle ne se relèverait pas. Elle s'est installée d'un côté du lit, comme pour laisser place à la mort. Sans doute l'enlaçait-elle dans son sommeil. Je n'ai pas connu ma propre fin. Je suis morte dans un spasme d'espérance, comme le boxeur qui, dans l'ivresse de sa proche victoire, baisse négligemment sa garde, finit au tapis et reprend connaissance la tête emplie de cette même ivresse, sans parvenir à comprendre le sens du triomphe que l'on fait à son adversaire. Mais qui donc étais-je pour acculer ainsi le monde dans les cordes? À moins que je n'ai su tout cela dès le début. Auquel cas, Piette l'aura su avant moi, et ma mère, avant même que l'idée ne m'ait effleurée. Je peux situer précisément l'instant où elle l'a su. Peu après la mort de mon père, notre ville a été bombardée pendant 2 jours. Nous étions une vingtaine dans une cave de l'immeuble d'en face avec 2 jerrycans d'eau. Le matin du 3e jour, les tirs ont cessé. Nous étions bloqués. Des gravats bloquaient la porte d'accès à la cave. Les casques bleus nous ont passé de la nourriture par un soupirail et, pendant ce temps, un bulldozer dégageait les éboulis au-dessus de nos têtes. Puis la porte s'est ouverte et nous sommes sortis. La première chose que j'ai vue, mon lit, au milieu de la rue parmi les plâtras, coiffé d'une fenêtre déchiquetée. Notre immeuble n'était plus qu'un squelette d'immeuble. Une conduite éventrée crachait une eau rougeâtre. Une porte, suspendue dans le vide, battait, comiquement, au dernier étage, comme si le squelette applaudissait à son propre spectacle. Tout se taisait. Maman grinçait des dents. Il a fallu partir.
La Croix-Rouge a distribué des vêtements et des vivres. Les casques bleus nous ont emmenés dans des camions de transport de troupes. Nous avons franchi les lignes, escortés par des blindés roulant au pas, durant des heures. Nous avons traversé des villages déserts entièrement dévastés par le feu. Succession obsédante de façades noires, entrelacs de poutres calcinées, plaies d'obus. Que j'étais alors, l'étais-je encore à la vérité, croyais penser, que la maladie mentale consiste en l'incapacité, qu'elle soit ou non perçue par le sujet, de construire sa propre vie. Construire, bâtir, fonder, échafauder, structurer, consolider, enfin, tous ces mots, supposant que l'existence soit chose, oui, chose, à ériger, à édifier, aménager, meubler, et de telle façon qu'elle résiste à l'usure du temps comme aux intempéries. Mais rien de ce qui fait une existence n'est construit à l'image d'une maison. Nous marchons sur la tête. Ce que nous croyons être nos racines, nos fondations, sont en vérité notre couverture. Nos fenêtres ne donnent que sur nous-mêmes, nos portes s'ouvrent sur des murs. Et ce que nous croyons être nos jardins ne sont que des caves obscures emplies de bric-à-brac. Notre demeure est inhabitable. L'ouvrage que nous avons maçonné avec tant d'application, voire tant d'amour, est devenu au fil des ans une forteresse à ce point inexpugnable et mystérieuse que nous ne nous souvenons même pas de ce qu'elle était censée abriter. À ce point étanche que nul, à commencer par nous-mêmes, ne peut y pénétrer, serait-ce en vue de s'y cloîtrer. Peut-être, sans doute, bâtissons-nous, mais nous errons, sans domicile fixe, à la périphérie de nos existences. Je ne crois pas avoir jamais aimé une femme. Ou peut-être les ai-je toutes aimées sans le savoir. Bien possible, après tout. Tes yeux se portent sur un être et ils se changent en pierre. Et tu te changes toi-même en pierre dès lors qu'il consent à te rendre ton regard. Deux statues fragiles tombant l'une contre l'autre, s'entrechoquant, se brisant, avant de s'éparpiller, débris, fragments, poussière, mêlée. Nous avons divorcé. Les enfants? D'après vous, docteur, pas d'enfants, non. Pourquoi? Oh, une histoire toute simple, docteur. Prenez une enfant de 8 ans, plongez-la dans la guerre, infligez-lui durant des mois le spectacle de la dépression de ses parents, faites-en une débrouillarde d'un authentique et quotidien sauveteur de sa propre famille, assassinez son père sous ses yeux, arrachez-la in extremis au massacre, à la famine, aux épidémies, déportez-la, et pour parachever le tout, exilez-la, elle et sa veuve de mère. D'après vous, docteur, quelle sorte de parents ont ces sortes d'enfants? Dieu merci, les mêmes causes ne produisent pas toujours les mêmes effets, spécialement en matière de comportement. Admirable. La cause guerre ne produisant pas systématiquement d'effets pathologiques, aucune pathologie n'est, en définitive, imputable à la guerre. Tu ferais décidément un excellent ministre de la guerre, de la santé. Je voyais plus que je n'entendais chacun de mes mots sortant de sa bouche, aussitôt avalé par le magnétophone, comme entrant à la morgue dans sa gante de plastique. J'eus alors la certitude que j'allais le tuer. Je me vis marcher lentement vers lui, qui gémissait gisant, en position fœtale, après qu'une première balle lui traversé la poitrine. Atrocités, Et l'achevé ces bassesses ont été commises au nom de la grandeur d'un peuple. Qui suis-je encore en cet instant précis? Ces forfaitures au nom de l'honneur d'un peuple. Pathétique d'espérance. Ces crimes au nom de la pureté d'un peuple. Au nom d'une cause momifiée par l'histoire. Toute cette horreur a été commise au nom de l'esprit. Est-ce que je crois encore à cet instant précis à la valeur de la mémoire? Cette guerre a été conçue, planifiée, menée à son terme au nom de la paix. La mémoire des génocides passés nous a-t-elle jamais sauvés de nouveaux génocides? Soudain, je sus que je ne lirais plus.
Quelle qu'en pu être la conséquence? Comment des suites de mots, des additions de chiffres, des chapelets de dates? Comment l'émotion humaine, la parole humaine pourrait-elle englober l'inhumain? Il me semble que l'idée de la mort avait fait son chemin et que j'envisageais le pire avec indifférence. Et cependant, ce désastre irréversible que nous nommons l'inhumain n'est-il pas plus réel que ce mélange instable de respect et de compassion que nous nommons l'humain? Je n'irai pas plus loin, lui dis-je. Et elle sut aussitôt, en me regardant, que son âme ne lui conférait plus aucune autorité. Qui suis-je encore à cet instant précis pour m'évertuer à imposer mon diktat au désastre? Encore une femme? Ou déjà plus qu'une fiction, ombre portée parmi les ombres de la mort au travail, du désastre lui-même? Je stoppais le magnétophone, lâchais le papier. Tu ne sais pas ce que tu fais. Je m'en vais. Sais-tu ce qui va se passer? Ça ne m'intéresse plus. Adieu. Adieu, Piette. Val, je t'aime, Val. Val? Crois-tu que maman te pardonnerait? Sachant ce que j'ai fait et ce que je n'ai pas fait, elle me pardonnerait, oui. Elle t'a pardonné, Piette. Peu avant de mourir, elle m'a fait jurer de venir te le dire. Je voudrais tellement te croire. Qu'a-t-elle dit exactement? Tu iras voir Piette. Tu lui remettras ça de ma part. Une alliance. Celle de ton père, gravée de leurs deux prénoms. Elle n'avait rien dit de tel. J'avais retrouvé l'alliance dans la petite boîte qu'elle avait emportée en exil contenant quelques photos de son enfance et de ses deux époux, quelques bijoux, ainsi que notre ancien numéro de téléphone qu'elle composait parfois sans se soucier de l'heure lors de ses pathétiques accès de nostalgie. Notre immeuble avait été reconstruit et quand quelqu'un décrochait, elle restait muette, guettant derrière la voix impatiente des échos de la rue, du quartier. Je suppose qu'elle devait souvent penser. Il était environ 14 heures lorsqu'acheva de se consumer le signe de la puissance de Zahra Nietzsche. Nous brûlions ainsi une moyenne de 8 livres par heure. Maman calcula qu'à ce rythme, la bibliothèque nous fournirait environ 30 jours de combustible. Après quoi, Virginia Woolf, Wilder, Strindberg, Queneau, Proust, Marx, Dickens, Camus et Beckett n'en réchappèrent pas. 30 jours après qu'eut débuté cette auto-da-fé, il était environ 20 heures. Maman s'apprêtait à jeter au feu notre dernier livre, Logement hivernal du japonais Tomoji Abe, lorsqu'une alerte nous précipita à la cave. Nous y restâmes 2 jours et 2 nuits. Lorsqu'on nous en sortit, l'immeuble avait été détruit. Tu me caches quelque chose. Elle est ici, Piette. J'ai rapporté ses cendres. Mais pourquoi diable? Eh bien, quoi? Tu n'entends pas? On dirait que ça se rapproche. Ne bouge pas. Je vais voir.
Attends. Pendant que tu dormais. Maman. Maman. Tu n'aimais pas, n'est-ce pas? Tu n'as jamais aimé. Trop vieux, trop étriqué, trop imbu de sa petite personne, dépourvu de tendresse, uniquement soucieux du scrupuleux respect de ses horaires de bureau et de la propreté de ses cols de chemise. Je te voyais chaque matin, le regardant cirer méticuleusement ses chaussures. Et je voyais tout spécialement le petit pli qui se formait à gauche de ta bouche et le mépris qu'on y lisait alors. Mais lui ne voyait rien. Aussi as-tu appris la nouvelle de sa mort dans cet accident ferroviaire avec une sorte de soulagement. Mon Dieu, as-tu dit. Et tandis que le fonctionnaire de police te débitait embarrassé les formules d'usage, je compris, moi. Merci, mon Dieu. Val n'a jamais su quel genre d'homme c'était. Comme si toi et moi, nous étions convenus de n'en jamais rien dire. Chaque année, à date fixe, nous fleurissions généreusement sa tombe. Et tu versais alors quelques larmes sur ta jeunesse gâchée dans ce mariage. Ce fait, le père de Val était tout autre, mais vous aviez alors 40 ans l'un et l'autre. Et ton amour pour ce second mari se renforçait chaque jour de ta haine croissante pour le premier. Je le savais. Je le savais. Et tu savais aussi combien j'avais moi-même haï ce père qui m'avait élevé à coups de trique et d'images pieuses. Aussi, ne m'aurais-tu jamais destiné cette alliance, sauf dans l'imagination de ma demi-sœur. Et il me semble t'apercevoir à travers elle, malheureuse et muette sur ton lit de mort. Ainsi soit-il. La vérité ne nous est d'aucun secours. C'est la fiction qui nous sauve. Voilà ce que le psychiatre avale difficilement. Si l'on veut que l'idée de bâtir son existence ait un sens, il faut lui en inventer un, l'extirper du chaos et s'en faire une histoire. Je vous parle comme seul un mort parle au vivant. C'est-à-dire que je tiens les propos qu'on me prête. Et voici donc venu le moment attendu, où le vivant qui s'exprime par ma bouche, auteur soudainement débusqué de la fiction, ne sait plus dire sa vérité sur cette guerre, sa vérité d'homme seul, sa vérité politique, sa vérité artistique, car les vérités sont innombrables et contradictoires, et que nul ne s'explique en vérité par la bouche des morts sans mentir. Val! Un chat! Un foutu chat, mon Dieu, qu'est-ce que tu as cru? Rien de spécial, je pensais que... Tu as fouillé mon sac. Pourquoi m'avoir menti au sujet de l'Alliance? Pourquoi m'avoir menti au sujet de ton père? Quelle heure est-il? 20 heures. C'est le sommaire de ce journal. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Coup de théâtre donc dans l'enlèvement du docteur Piet Ozzy par des terroristes tribes. Le lieu de détention de celui-ci avait, semble-t-il, été découvert par les forces de police depuis plus de 24 heures. Après avoir longuement cerné l'endroit, sur lequel nous ne disposons à cette heure d'aucune information, les forces spéciales ont donné l'assaut cet après-midi à 16h30. Au terme d'une rapide fusillade qui a vu la mort de l'un des kidnappeurs, les policiers ont découvert le corps du député, vraisemblablement exécuté depuis plusieurs heures, ainsi que devrait le confirmer l'autopsie. L'identité du terroriste abattu n'a pas encore été révélée. Qu'est-ce qui se passe? Explique-moi ce qui se passe. Il semblerait que nous ayons été rayés de la carte des vivants. Mais nous ne sommes pas morts. Non, nous ne sommes pas morts. Ce qui ne les empêchera pas de nous enterrer, là,
la terroriste non identifiée à la sauvette, et le docteur Piet Ozzy au cours d'une cérémonie conséquente, plus ou moins médiatisée, suivront qu'ils auront choisi de brosser mon portrait post-mortem en martyr ou en traître. Complètement idiot. Que se passera-t-il si tu réapparais? Le scandale éclatera, ce pourquoi je ne réapparaîtrai pas. Soit ils me tueront avant, soit je me le tiendrai pour dit et je resterai planqué, soit encore je serai mort parce que tu m'auras tué. Soit tu réapparais, mais à l'étranger. Auquel cas le scénario devient le suivant. Première partie, grand témoin sur la scène internationale. Deuxième partie, des têtes tombent, à commencer par celle du chef de la police. Épilogue, je me pends dans ma chambre d'hôtel. Mais pourquoi te pendrais-tu? Ça, je l'ignore, Val, mais celui qui rédigera ma lettre d'explication saura me le faire dire. Quand repars-tu? Ah, tu oublies que je suis morte? Non, la terroriste non identifiée est morte. La professeure d'histoire, elle prend le premier avion et rentre bien tranquillement de vacances pour retrouver ses lycéens. On va s'en sortir, mon petit père. D'une manière ou d'une autre. À condition de ne pas trop penser. Une chose après l'autre. Premièrement. Les cendres. Deuxièmement. La frontière. Troisièmement. Ailleurs. Mettons. Ça ne pouvait pas ne pas finir comme ça. Les mots ne voulaient plus de nous. Le mot terre n'existait plus. Le mot sang s'était depuis longtemps coagulé dans nos têtes. Nous avions cessé de parler, et dès lors nous nous apprêtions à quitter cette scène en enfants. On dirait que nous serions, il serait une fois, dans un pays lointain. Que s'était-il passé? Nous avions défriché un lopin de parole, un terrain d'entente sur lequel nous flottions momentanément comme sur un tapis volant au-dessus de la société des hommes. Nous ne touchions plus terre. Cette euphorie délibérée était comme une prière à l'humanité. Nous ne sommes que des enfants, laissez-nous jouer en paix. Pensions-nous réellement que le monde se conformerait à nos espérances? Pensions-nous réellement que la paix nous serait accordée? La paix est confinée dans le mot paix. La guerre est faite d'acier et de viande. Elle ne se paye pas de mots. Qu'avions-nous décidé en définitive? De lever le camp. Nous quittions, nous partions, nous laissions, nous abandonnions. Voilà la raison. Ça ne pouvait pas ne pas finir comme ça. C'était écrit. Tu viens? L'impression de quitter un rêve. Tu ne rêvais pas. Mais quelque autre peut-être nous rêvait. Le jour va bientôt se lever. Et le quelque autre se réveillait alors. Alors quoi?